Avant que les frontières ne soient tracées, avant que le nom même du Maroc n'existe dans les chancelleries européennes, ce territoire était déjà un carrefour où se brisaient les empires. On croit souvent que l'histoire commence avec l'arrivée des conquérants, mais ici, sur cette terre coincée entre l'océan et le désert, entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, l'histoire naissait de la géographie elle-même. Qui furent les premiers à comprendre que contrôler ces montagnes signifiait contrôler les routes du commerce? Pourquoi tant de dynasties ont-elles émergé précisément ici, dans ce coin du monde qui semblait marginal? Comment une région fragmentée entre tribus berbères indépendantes a-t-elle pu donner naissance à des empires s'étendant jusqu'en Espagne? Et surtout, pourquoi cette terre n'a-t-elle jamais été complètement soumise, ni par Rome, ni par les Ottomans, ni même par les puissances coloniales qui la convoitaient? Cette histoire ne concerne pas seulement les sultans et les batailles. Elle raconte comment une identité collective s'est forgée à travers la résistance, l'adaptation et la négociation permanente entre pouvoir central et autonomie locale. Elle montre comment la religion est devenue un outil politique avant d'être une conviction personnelle, comment le commerce des esclaves et de l'or a façonné les équilibres régionaux, comment la piraterie méditerranéenne a financé des royaumes entiers. C'est l'histoire d'une permanence à travers les ruptures, d'une continuité qui traverse les invasions, les famines, les révolutions de palais et les transformations radicales du monde environnant. Le Maroc d'aujourd'hui repose sur des strates accumulées pendant près de 3 millénaires. Chaque couche a laissé ses traces dans la langue, l'architecture, les systèmes juridiques, les pratiques agricoles, et même dans la manière dont le pouvoir se conçoit et se transmet. Comprendre cette accumulation, c'est comprendre pourquoi certaines tensions persistent, pourquoi certaines régions résistent encore au pouvoir central, pourquoi l'islam marocain possède des caractéristiques uniques qui le distinguent des autres branches du monde musulman. Les Phéniciens furent les premiers à établir des comptoirs sur ces côtes inhospitalières, vers le XIIe siècle avant l'ère commune. Ils ne cherchaient pas à conquérir, seulement à commercer. Leurs navires longeaient prudemment le littoral atlantique, évitant les tempêtes qui brisaient les coques contre les rochers. Lixus, Mogador, Tingis, ces noms résonnent encore dans les ruines que les archéologues exhument patiemment. Les Phéniciens échangeaient du verre, des tissus teints avec la pourpre extraite des murex, des objets en bronze. En retour, ils obtenaient de l'or, des peaux, de l'ivoire, et surtout des informations sur les routes caravanières qui traversaient le Sahara. Les populations berbères qui habitaient déjà ces territoires depuis des millénaires observaient ces étrangers avec méfiance et curiosité. Elles vivaient dans des structures tribales complexes, organisées autour de la parenté, du territoire et du contrôle de l'eau. Chaque tribu défendait jalousement ses pâturages, ses sources, ses routes commerciales. Les Berbères maîtrisaient l'agriculture en terrasse dans les montagnes de l'Atlas, l'élevage transhumant dans les plaines, la gestion collective des systèmes d'irrigation appelés kétaras. Leur organisation sociale reposait sur des assemblées tribales, des codes coutumiers transmis oralement, des formes de justice collective qui perdureront bien au-delà des conquêtes ultérieures. Quand Carthage étendit son influence sur toute l'Afrique du Nord, elle ne chercha pas davantage à conquérir l'intérieur des terres. Les Carthaginois se contentèrent de contrôler les ports, d'entretenir des relations commerciales avec les chefs berbères, d'exploiter les mines d'argent et de cuivre. Cette présence punique dura plusieurs siècles, laissant des traces profondes dans les pratiques commerciales, dans l'introduction de nouvelles techniques agricoles, dans la diffusion de l'écriture libyque. Rome regarda vers l'ouest après avoir détruit Carthage en 146 avant l'ère commune. Mais Rome ne parvint jamais à soumettre complètement le territoire marocain actuel. La Maurétanie tingitane, province romaine dont la capitale était Volubilis, ne couvrait qu'une bande côtière et quelques vallées fertiles. Au-delà,
Dans les montagnes du Rif et de l'Atlas, les tribus berbères conservaient leur indépendance, acceptant parfois de payer un tribut symbolique, refusant toute présence militaire permanente. Volubilis était une ville romaine comme tant d'autres, avec son forum, ses thermes, ses mosaïques représentant des scènes mythologiques. Les oliviers couvraient les collines environnantes. Le blé poussait dans les plaines irriguées. Les marchands berbères romanisés portaient la toge, priaient les dieux romains tout en conservant leur propre divinité locale. Cette coexistence fonctionnait tant que Rome restait forte, tant que les légions pouvaient intervenir rapidement en cas de révolte. Mais Rome s'affaiblissait. Les raids des tribus montagnardes se multipliaient. Les garnisons se repliaient progressivement vers le nord. Au IIIe siècle de l'ère commune, l'empereur Dioclétien abandonna officiellement la Maurétanie tingitane, rappelant les dernières troupes. Les villes romaines se vidèrent lentement. Les aqueducs se brisèrent. Les mosaïques disparurent sous la terre et les décombres. Les Berbères reprirent possession de leurs territoires ancestraux, effaçant presque entièrement les traces de la présence romaine. Cette période obscure, entre le retrait romain et l'arrivée des Arabes, reste mal connue. Les sources écrites se tarissent. On devine des royaumes berbères indépendants, des chefferies tribales puissantes, des conflits pour le contrôle des routes caravanières. Le christianisme avait pénétré certaines régions côtières, mais sans jamais s'implanter solidement dans l'arrière-pays. Les Vandales traversèrent le détroit de Gibraltar au Ve siècle, établirent un royaume éphémère en Afrique du Nord, mais leur impact sur le territoire marocain fut minime. Byzance tenta de restaurer l'ordre romain au VIe siècle. L'empereur Justinien envoya des troupes reconquérir Carthage, repousser les Vandales, rétablir l'autorité impériale. Mais Byzance ne put jamais étendre son contrôle jusqu'au Maroc actuel. Les Berbères avaient retrouvé leur autonomie et entendaient la conserver. Ils commerçaient avec qui bon leur semblait, changeaient d'alliance selon leurs intérêts, maintenaient des structures politiques décentralisées qui résistaient mieux aux chocs extérieurs que les empires centralisés. L'islam arriva par l'Est au 7e siècle. Les armées du calife conquirent l'Égypte, progressèrent le long de la côte méditerranéenne, atteignirent l'Ifriqiya, l'actuelle Tunisie. En 682, Oqba ibn Nafi poussa jusqu'à l'Atlantique, traversant tout le Maghreb dans une chevauchée légendaire. Il aurait lancé son cheval dans les vagues, déclarant qu'il aurait continué sa conquête s'il n'avait été arrêté par l'océan. Mais cette image héroïque cache une réalité plus complexe. La conquête arabe du Maghreb fut lente, violente, contestée. Les Berbères se convertirent à l'islam, mais refusèrent longtemps la domination arabe. Ils acceptaient la nouvelle religion tout en rejetant l'autorité politique des califes de Damas. Cette tension entre adhésion religieuse et résistance politique traversera toute l'histoire marocaine. Les Berbères découvrirent dans l'islam une langue commune, un cadre juridique universel, une communauté de croyants qui transcendait les frontières tribales. Mais ils interprétèrent ce message à leur manière, conservant leurs coutumes, leurs formes d'organisation sociale, leur rapport au pouvoir. La grande révolte berbère de 740 bouleversa l'équilibre établi. Les tribus du Maghreb se soulevèrent contre le califat omeyyade, refusant le statut de citoyens de seconde classe qu'on leur imposait. Les Arabes considéraient les Berbères comme des musulmans inférieurs, les soumettaient à des taxes discriminatoires, les traitaient comme des sujets et non comme des égaux. Cette injustice provoqua une explosion de violence qui chassa définitivement l'autorité damascène du Maghreb occidental. Les Berbères kharidjites, adeptes d'une branche rigoriste de l'islam qui prônait l'égalité entre tous les musulmans et le droit de destituer un dirigeant injuste, établirent plusieurs royaumes indépendants. Le royaume de Sijil Massa, fondé en 757 dans le Tafilalet, contrôlait les routes commerciales transsahariennes. L'or du Ghana transitait par Sijil Massa avant de partir vers l'Orient et l'Europe. Les marchands juifs, chrétiens et musulmans
cohabiter dans cette cité oasis, échanger des marchandises venues du Soudan, du Sahara, de la Méditerranée. Au nord, le royaume de Nékor, établi par une tribu berbère dans le Rif, maintenait des relations commerciales avec l'Andalousie musulmane. Ces petits royaumes berbères indépendants développèrent leur propre tradition politique, leur système juridique mêlant droit islamique et coutumes tribales, leurs réseaux commerciaux s'étendant du Sahel à l'Europe. Mais la fragmentation politique affaiblissait la région. Chaque tribu défendait son territoire. Les conflits pour l'eau, les pâturages, les routes caravanières se multipliaient. Aucune autorité centrale ne pouvait imposer la paix, organiser la défense collective, unifier les efforts. Cette situation perdura jusqu'à l'émergence d'Idriss Ier, descendant du prophète Muhammad, qui fuyait les persécutions abbassides en Orient. Idriss arriva au Maroc en 788, cherchant refuge auprès des tribus berbères de la région de Volubilis. Il apportait avec lui la légitimité prophétique, la baraka, cette bénédiction spirituelle que seuls possédaient les descendants directs du prophète. Les Berbères Avraba le reconnurent comme chef spirituel et politique. Ils voyaient en lui un moyen d'unifier les tribus, de légitimer leur pouvoir, de rivaliser avec les califes de Bagdad et de Cordoue. Idriss Ier fonda la première dynastie marocaine indépendante. Il établit sa capitale à Wali'i, l'ancienne Volubilis romaine, commença à organiser un État structuré. Mais son règne fut bref. Les Abbassides, craignant l'émergence d'un rival chérifien au Maghreb, envoyèrent un assassin qui empoisonna Idriss en 791. Sa mort aurait pu marquer la fin de cette expérience étatique naissante. Pourtant, son fils Idriss II, né quelques mois après l'assassinat de son père, fut élevé par les Avraba qui protégèrent l'enfant et sa légitimité. Devenu adulte, Idriss II déplaça la capitale à Fès, ville qu'il fonda en 809. Fès devint rapidement un centre religieux, commercial et intellectuel majeur. Les réfugiés andalous et kérouanais affluèrent, apportant leur savoir, leurs techniques, leurs capitaux. La mosquée karaouine, fondée en 859, devint l'une des plus anciennes universités du monde musulman. Les Idrissides créèrent un modèle politique qui perdurera. Une monarchie chérifienne s'appuyant sur la légitimité prophétique, gouvernant à travers des alliances avec les tribus berbères, contrôlant les villes et les routes commerciales, laissant une large autonomie aux régions montagneuses. Ce modèle n'était ni totalement centralisé, ni complètement fragmenté. Il reposait sur des équilibres subtils, des négociations permanentes, une reconnaissance mutuelle des prérogatives de chacun. Mais les Idrissides ne purent maintenir leur autorité face aux pressions externes. Le califat fatimide, établi en Ifriqiya au début du Xe siècle, convoitait le Maghreb occidental. Les Omeyyades de Cordoue, qui dominaient l'Espagne musulmane, cherchaient à étendre leur influence au sud du détroit. Pris entre ces deux géants, le royaume idrisside se fragmenta en principautés rivales. Chaque ville, chaque région développa sa propre autonomie, son propre chef. Cette période de fragmentation dura près d'un siècle. Fès fut contrôlée tantôt par des dynasties locales, tantôt par les Fatimides, tantôt par les Omeyyades andalous. Les tribus berbères des montagnes redevinrent indépendantes. Le commerce continua, les villes prospérèrent modestement, mais aucune autorité centrale ne pouvait organiser la défense du territoire, collecter efficacement les impôts, imposer un ordre juridique unifié. Au sud, dans le désert, une transformation silencieuse s'opérait. Les Sanadja, confédération de tribus berbères nomades contrôlant les routes transsahariennes, adoptaient un islam rigoriste sous l'influence de prédicateurs malikites. Leur chef, Yahya ibn Ibrahim, revenant d'un pèlerinage à la Mecque vers 1030, invita le juriste Abdallah ibn Yassin à enseigner l'islam orthodoxe aux guerriers du désert.
Ibn Yassin fonda un ribat, forteresse monastique où les guerriers s'entraînaient spirituellement et militairement. Ces hommes se nommèrent Al-Murabitoun, les Almoravides, ceux qui défendent les frontières de l'islam. Leur discipline était stricte. Ils rejetaient les innovations, imposaient une application rigoureuse de la charia, condamnaient la musique, l'alcool, les luxes mondains. Leur puissance militaire croissait rapidement. En 1054, les Almoravides lancèrent leur conquête vers le nord. Ils s'emparèrent de Sijil Massa, puis progressèrent vers les plaines atlantiques. Leur chef, Youssef ibn Tashfin, guerrier austère et stratège brillant, comprit que contrôler le Maroc ne suffisait pas. Il fallait unifier tout le Maghreb occidental et sauver l'Andalousie musulmane menacée par la reconquête chrétienne. Ibn Tashfin fonda Marrakech en 1062. Cette ville, créée au pied de l'Atlas, devint la capitale d'un empire s'étendant du Sénégal à l'Èbre. Marrakech n'était au départ qu'un campement militaire dans une plaine aride. Mais Ibn Tashfin la transforma en métropole impériale, y faisant construire des mosquées, des palais, des jardins irrigués par des kétaras souterraines captant l'eau de l'Atlas. Les Almoravides imposèrent leur ordre rigoureux. Ils unifièrent la monnaie, organisèrent l'administration selon les principes du droit malikite, contrôlèrent les routes commerciales, soumirent les tribus berbères rebelles. Leur armée, composée de guerriers sahariens disciplinés et de cavaliers berbères, était redoutable. Les tambours de guerre résonnaient dans les montagnes. Les caravanes circulaient à nouveau en sécurité. L'or affluait du Ghana vers Marrakech, puis vers l'Orient et l'Europe. En 1086, les rois chrétiens d'Espagne progressaient dangereusement en Andalousie. Les petits royaumes musulmans, les taïfas, divisés et affaiblis, appelèrent Ibn Tashfin à leur secours. Le vieux guerrier berbère traversa le détroit avec son armée. À Sagrajas, près de Badajoz, il infligea une défaite écrasante à Alphonse VI de Castille. Cette victoire sauva temporairement l'Andalousie musulmane, mais elle marqua aussi le début de l'expansion almoravide en Espagne. Ibn Tashfin conquit progressivement tous les royaumes taïfas andalous, jugeant leurs émirs corrompus, mondains, trop tolérants envers les chrétiens et les juifs. Il imposa le rigorisme almoravide à Séville, Grenade, Cordoue, Valence. Les intellectuels andalous, habitués à une culture raffinée et syncrétique, supportaient mal cette austérité saharienne. Les poètes se taisaient, les philosophes s'exilaient. La convivialité entre musulmans, chrétiens et juifs se dégradait. L'empire almoravide atteignit son apogée sous Ali ibn Youssef, fils d'Ibn Tashfin, qui régna de 1106 à 1143. Marrakech s'embellit de monuments somptueux. La grande mosquée, les palais, les jardins témoignaient d'une richesse extraordinaire. L'or soudanais finançait cette splendeur. Les caravanes arrivaient chargées d'ivoire, d'esclaves, de plumes d'autruche, de peaux exotiques. Mais l'Empire portait en lui les germes de sa propre destruction. Le rigorisme religieux initial se relâchait. Les élites almoravides s'enrichissaient, adoptaient le luxe andalou qu'elles avaient jadis condamné. Les juristes malikites, piliers du régime, multipliaient les fatwas contradictoires. Les tribus berbères des montagnes, soumises par la force, attendaient l'occasion de se révolter. Dans l'Atlas, un nouveau mouvement religieux émergeait, plus radical encore que l'almoravisme. Mohammed ibn Toumar, théologien berbère formé en Orient, revint au Maghreb vers 1120, scandalisé par le relâchement moral qu'il observait. Il prêchait un islam purifié, une lecture rigoriste du Coran, une interprétation unitaire de la nature divine qui lui valut le surnom d'Al-Muwahhid, l'unitarien. Ses disciples prirent le nom d'Almohads. Ibn Toumar se retira dans les montagnes de l'Atlas,
à Tinmel, où il fonda une communauté de fidèles prêts à mourir pour purifier l'islam. Les Almohades déclarèrent la guerre sainte contre les Almoravides, qu'ils accusaient d'hérésie. Cette guerre fut impitoyable. Les batailles se succédaient dans les montagnes, dans les plaines, autour des villes fortifiées. Abd el-Moumin, successeur d'Ibn Toumar, était un chef militaire exceptionnel. Il conquit Fès en 1146, Marrakech en 1147, mettant fin au règne almoravide. Abd el-Moumin ne se contenta pas du Maroc. Il conquit tout le Maghreb, unifiant pour la première fois l'ensemble de l'Afrique du Nord musulmane sous une seule autorité. Son empire s'étendait de Tripoli à l'Atlantique, incluant toute l'Andalousie. Cette unification permit de mobiliser des ressources considérables, d'organiser une administration centralisée, de développer une culture architecturale et intellectuelle commune. Les Almohades transformèrent Marrakech, Fès, Séville, Cordoue. Ils construisirent la Koutoubia à Marrakech, la Giralda à Séville, la tour Hassan à Rabat, monuments qui témoignent encore de leur puissance. L'architecture almohade se caractérisait par sa sobriété géométrique, ses arcs outrepassés, ses décors en stuc délicatement ciselés, ses minarets carrés dominant les villes. Mais l'empire almohade était trop vaste, trop divers. Les tensions religieuses persistaient. Les Almohades imposaient leur doctrine unitarienne, condamnaient les autres interprétations de l'islam, persécutaient parfois les juifs et les chrétiens. Le grand philosophe Averroès, qui tentait de concilier raison grecque et révélation islamique, fut exilé et ses livres brûlés. Maïmonide, philosophe juif, dut fuir Cordoue pour l'Égypte. En 1212, l'armée almohade subit une défaite catastrophique à la Snavas des Tolosa contre les royaumes chrétiens coalisés. Cette bataille marqua le début de l'effondrement. L'Andalousie musulmane se fragmenta à nouveau. Les provinces maghrébines s'émancipèrent. Les tribus berbères se révoltèrent. En quelques décennies, l'empire almohade se désintégra complètement. 3 dynasties berbères émergèrent des ruines almohades. Les Hafsides prirent le pouvoir en Ifriqiya, établissant leur capitale à Tunis. Les Abdelwadides contrôlèrent le Maghreb central depuis Tlemcen. Au Maroc, les Mérinides, tribus berbères zénètes originaires du Zab, s'emparèrent progressivement du pouvoir. En 1248, ils conquirent Fès, puis Marrakech en 1269. Les Mérinides incarnaient une nouvelle forme de pouvoir. Ils ne prétendaient pas à la légitimité prophétique comme les Idrissides. Ils n'invoquaient pas la réforme religieuse comme les Almoravides et les Almohades. Leur pouvoir reposait sur la force militaire, l'habileté diplomatique, le contrôle des ressources économiques. Ils s'appuyaient sur les juristes malikites pour légitimer leur autorité, sur les confréries soufis pour encadrer spirituellement la population, sur les alliances tribales pour maintenir l'ordre. Abou Youssef Yacoub, le véritable fondateur de la puissance mérinide, régna de 1258 à 1286. Il transforma Fès en capitale impériale, y fondant un nouveau quartier, Fès Jdid, qui abritait le palais royal, l'administration, les casernes. Fès devint le cœur politique, religieux et intellectuel du royaume. Les médersas, écoles théologiques où l'on enseignait le droit, la théologie, la grammaire, se multiplièrent. Les Mérinides tentèrent de reconquérir l'Andalousie, traversant plusieurs fois le détroit pour attaquer les royaumes chrétiens. Mais ces expéditions échouèrent. L'Andalousie musulmane continuait de se rétrécir. En 1092, Grenade tomba, marquant la fin de la présence musulmane en Espagne. Des dizaines de milliers de réfugiés andalous affluèrent au Maroc, s'installant à Fès, Tétouan, Salé, Rabat,
apportant leurs savoirs artisanaux, leurs traditions musicales, leurs bibliothèques. Le règne d'Abou Inan, de 1348 à 1358, représenta l'apogée mérinide. Fès rayonnait. La Médersa Bouinania, chef-d'œuvre architectural, témoigne encore de cette splendeur. Les stucs sculptés, les éliges multicolores, les plafonds en cèdre ciselé créaient des espaces d'une beauté extraordinaire. Mais cette magnificence masquait des problèmes structurels profonds. L'économie marocaine dépendait largement du commerce transsaharien. Or, les routes caravanières se déplaçaient progressivement vers l'est, vers l'Égypte et la mer Rouge, sous l'influence de l'essor mamelouk. Les Portugais commençaient à explorer les côtes africaines, cherchant à contourner les intermédiaires musulmans pour accéder directement à l'or et aux épices. Cette double pression menaçait les fondements économiques du royaume mérinide. Les Portugais s'emparèrent de Ceuta en 1415. Cette conquête marquait le début de l'expansion européenne en Afrique. Le prince Henri le Navigateur, qui dirigeait l'expédition, comprenait l'importance stratégique de contrôler les détroits et les ports africains. Ceuta permettait de surveiller le détroit de Gibraltar, d'intercepter le commerce maghrébin, de préparer de futures conquêtes. Les Mérinides ne purent reprendre Ceuta. Ils étaient affaiblis par les guerres de succession, les révoltes tribales, les crises économiques. Le pouvoir central se délitait. Les gouverneurs provinciaux devenaient autonomes. Les confréries soufis et les zaouïas, centres religieux locaux, remplissaient progressivement le vide laissé par l'État. Ces structures religieuses organisaient l'enseignement, la justice locale, l'assistance aux pauvres, créant des réseaux de solidarité qui transcendaient les divisions tribales. Les Ouattacides, cousins des Mérinides, exercèrent longtemps le pouvoir au nom de sultans mérinides fantoches. En 1465, ils prirent officiellement le titre de sultan, mais leur autorité était largement contestée. Le Maroc se fragmentait entre plusieurs pouvoirs régionaux. Les Ouattacides à Fès, des dynasties locales dans le sud, des républiques urbaines sur la côte atlantique. Pendant ce temps, les Portugais multipliaient les conquêtes côtières. Ksar et Séguir en 1458, Azila et Tanger en 1471, Agadir en 1505, Mazagan en 1506, Safi en 1508. Ces places fortes permettaient aux Portugais de contrôler le commerce atlantique, de bloquer les ports marocains, de radier les villages côtiers. Les populations fuyaient l'intérieur, abandonnant les terres agricoles. L'économie se contractait, la colère montait. La résistance s'organisa autour des Zaouïas et des marabouts, saints hommes jouissant d'une autorité spirituelle considérable. Ces figures religieuses appelaient au djihad contre les envahisseurs chrétiens, mobilisaient les tribus, organisaient des milices. Parmi ces mouvements de résistance, les shérifs saadiens, descendants du prophète installés dans la vallée du Dra, émergeaient progressivement comme les champions de la reconquête. Les saadiens combinaient plusieurs sources de légitimité. La descendance prophétique, le leadership dans la guerre sainte, le contrôle des routes commerciales vers le Soudan. En 1510, ils s'emparèrent de Marrakech. En 1541, ils conquirent Agadir, chassant les Portugais. Cette victoire galvanisa les populations. Les Saadiens apparaissaient comme les sauveurs du Maroc face à la menace chrétienne. Muhammad Etcher, qui régna de 1544 à 1557, unifia progressivement le Maroc, conquérant Fès en 1549 et mettant fin au règne ouattacide. Il réorganisa l'État selon des principes inspirés des empires soudanais qu'il connaissait bien. L'or du Soudan finançait son armée, sa cour, ses constructions. Mais cet or attirait les convoitises. Les Ottomans, qui contrôlaient alors Alger et Tunis, voyaient d'un mauvais œil l'émergence d'un royaume marocain indépendant et puissant.
Le sultan ottoman considérait tous les territoires musulmans comme relevant théoriquement de son autorité. Muhammad Etcher refusait cette prétention. Il négocia même avec les Espagnols pour contrer la menace ottomane, scandalisant les juristes qui condamnaient toute alliance avec les infidèles. En 1557, Muhammad Etcher fut assassiné par des agents ottomans. Sa tête fut envoyée à Istanbul, exposée comme trophée. Mais cet assassinat ne brisa pas la dynastie saadienne. Ses fils continuèrent la résistance contre les Ottomans, repoussant plusieurs tentatives d'invasion. Le Maroc resta indépendant, seul pays du Maghreb à échapper à la domination ottomane. Abdallah al-Ghalib, fils de Muhammad esh-Sheikh, régna de 1557 à 1574. Il stabilisa le royaume, développa le commerce avec l'Europe, entretint une cour brillante où les savants, les poètes, les musiciens étaient accueillis généreusement. Mais sa mort provoqua une crise de succession qui faillit détruire le royaume. Ahmad al-Mansour, surnommé le Doré, s'empara du pouvoir en 1578 après avoir vaincu ses neveux et repoussé une invasion portugaise désastreuse. La bataille des Trois Rois, livrée près de Ksar el-Kébir en 1578, fut l'un des affrontements les plus sanglants du XVIe siècle. 3 monarques moururent ce jour-là. Le jeune roi du Portugal Sébastien Ier, le sultan déposé Muhammad al-Mutawakil et le sultan régnant Abdelmalek Ier, oncle d'Ahmad. Ahmad al-Mansour émergea vainqueur de ce chaos. Il exigea des rançons considérables pour les milliers de prisonniers portugais capturés. Cet or permit de financer son règne fastueux. Marrakech se couvrit de palais somptueux. Le palais El Badi, dont il ne reste que des ruines impressionnantes, était orné de marbres italiens, de bois précieux du Soudan, de dorures couvrant les plafonds. Les ambassadeurs européens décrivaient avec stupéfaction cette magnificence. Mais Ahmad el-Mansour ne se contentait pas de gérer le Maroc. Il rêvait d'un empire saharien s'étendant jusqu'au Niger. En 1591, il envoya une armée conquérir l'empire Songhai, qui contrôlait les villes de Tombouctou et Gao. Cette expédition traversa le Sahara dans des conditions épouvantables. Le désert tua autant de soldats que les combats. Mais l'armée marocaine, équipée d'armes à feu, écrasa les troupes Songhai à Tondibi. Le Maroc contrôla pendant plusieurs décennies les mines d'or et les routes commerciales du Sahel. Mais cette conquête s'avéra coûteuse et difficile à maintenir. Les garnisons marocaines s'africanisèrent progressivement, se mêlant aux populations locales, développant leurs propres intérêts, échappant au contrôle de Marrakech. L'or continuait d'affluer, mais en quantité décroissante. Ahmad al-Mansour mourut en 1603. Ses fils se disputèrent le pouvoir, plongeant le Maroc dans une guerre civile qui dura plusieurs décennies. Le royaume se fragmenta entre différents prétendants. Marrakech, Fès, le Tafilalet, le Souss devinrent autant de principautés rivales. Les tribus berbères reprirent leur autonomie. Les Zaouïas accrurent leur influence. Les pirates de Salé, république corsaire semi-indépendante, attaquaient les navires européens en Atlantique et en Méditerranée. Cette période chaotique, qu'on appelle parfois l'anarchie saadienne, vit émerger de nouvelles formes de pouvoir. Les marabouts locaux, les chefs de tribus, les gouverneurs urbains organisaient la vie collective en l'absence d'autorité centrale. Le commerce continuait tant bien que mal. Les paysans cultivaient leurs terres. Les artisans produisaient dans les médinas. La vie s'adaptait au chaos politique. Dans le Tafilalet, région oasienne du sud-est, une autre famille chérifienne attendait son heure. Les Alaouites, descendants du prophète, installés dans cette région depuis le XIIIe siècle, avaient patiemment construit leur légitimité religieuse et accumulé des ressources grâce au commerce transsaharien. Moulay Rachid, chef alaouite ambitieux, lança la reconquête du Maroc en 1664. Moulay Rachid conquit progressivement Fès en 1666, Marrakech en 1669.
Il unifia le Maroc par la force, éliminant impitoyablement ses rivaux, soumettant les tribus rebelles, restaurant l'autorité centrale. Mais son règne fut bref. Il mourut en 1672 dans des circonstances obscures, peut-être assassiné, peut-être victime d'un accident. Son frère, Moulay Ismaïl, hérita du trône. Il allait régner 55 ans, de 1672 à 1727, et transformer profondément le Maroc. Moulay Ismaïl était un despote impitoyable, un bâtisseur visionnaire, un guerrier infatigable, un administrateur méticuleux. Il admirait Louis XIV, avec qui il entretenait une correspondance diplomatique et cherchait à créer un absolutisme à la marocaine. Meknès devint sa capitale. Il y fit construire des palais, des mosquées, des jardins immenses. Les murailles de Meknès s'étendaient sur des kilomètres, ponctuées de portes monumentales ornées de zéliges et de sculptures. Moulay Ismaïl employait des milliers d'esclaves chrétiens capturés par les corsaires ou achetés sur les marchés. Ces captifs construisaient, portaient, creusaient sous la surveillance de contremaîtres impitoyables. Le sultan créa une armée permanente d'esclaves noirs, les Abid al-Boukhari, recrutés parmi les populations du Sahel et du Sahara. Ces soldats, arrachés à leur famille dès l'enfance, élevés dans la discipline militaire et la fidélité absolue au sultan, formaient une force redoutable qui ne dépendait d'aucune tribu. Moulay Ismaïl disposait ainsi d'un instrument de pouvoir échappant aux solidarités tribales traditionnelles. Il reconquit les places portugaises et espagnoles, reprenant Média, Larache, Azila. Seuls Ceuta et Melilla résistèrent. Il soumit les tribus berbères de l'Atlas et du Rif, menant campagne après campagne dans les montagnes. Sa cruauté était légendaire. On racontait qu'il faisait exécuter personnellement ses ennemis, qu'il exposait leurs têtes aux portes de Meknès pour terroriser les visiteurs. Mais Moulay Ismaïl était aussi un administrateur efficace. Il organisa le Maroc en provinces contrôlées par des gouverneurs révocables. Il institua un système de relais permettant une communication rapide entre la capitale et les régions. Il développa l'agriculture, créant des fermes royales exploitées par des esclaves. Il encouragea le commerce, concluant des traités avec les puissances européennes. Les consuls français, anglais, hollandais résidaient à Meknès, négociant le rachat de captifs chrétiens, discutant de traités commerciaux. La mort de Moulay Ismaïl en 1727 ouvrit une nouvelle période de troubles. Ses nombreux fils se disputèrent le pouvoir. L'armée des Abid al-Boukhari, devenue incontrôlable, fit et défit les sultans selon ses intérêts. Entre 1727 et 1757, le Maroc connut 30 ans d'anarchie militaire. Les provinces redevinrent autonomes. Les tribus se révoltèrent. L'économie se dégrada. Sidi Mohammed ben Abdallah parvint enfin à stabiliser le royaume en 1757. Il régna jusqu'en 1790, restaurant l'autorité centrale sans retrouver la puissance de Moulay Ismaïl. Sidi Mohammed adopta une approche plus consensuelle, négociant avec les tribus, s'appuyant sur les confréries soufis, développant le commerce atlantique. Il fonda Essaouira en 1760, port conçu par un architecte français destiné à attirer les marchands européens et à concurrencer Agadir. Essaouira devint un port cosmopolite où cohabitaient musulmans, juifs, chrétiens. Les négociants juifs jouaient un rôle essentiel dans le commerce international, servant d'intermédiaire entre le Maroc et l'Europe. Les marchands européens exportaient du blé, de la cire, de la laine, des peaux, importaient des armes, des tissus, du thé, du sucre. Ce commerce enrichissait le sultanat, mais créait aussi une dépendance croissante vis-à-vis des marchés européens. Sidi Mohammed tenta de moderniser l'armée selon les modèles européens, engageant des instructeurs étrangers, achetant des armes modernes. Mais ces réformes restèrent limitées.
Les tribus conservaient leur propre structure militaire. L'administration demeurait archaïque. Les revenus de l'État dépendaient largement des douanes et des impôts agricoles prélevés de manière irrégulière. Le XIXe siècle s'ouvrit dans un contexte difficile. Les puissances européennes s'industrialisaient, développaient des technologies militaires de plus en plus sophistiquées, multipliaient leurs interventions dans les affaires marocaines. La France conquit l'Algérie en 1830, installant une présence coloniale permanente aux frontières orientales du Maroc. L'Espagne occupait toujours Ceuta et Melilla. Moulay Abderrahmane, qui régna de 1822 à 1859, dut affronter ces pressions croissantes. En 1844, la France bombarda Tanger et Mogador, exigeant que le sultan cesse de soutenir l'émir algérien Abdelkader, qui résistait à la colonisation. La bataille d'Isly, où l'armée marocaine fut écrasée par les troupes françaises mieux équipées, révéla la faiblesse militaire du sultanat. Ces défaites humiliantes imposaient au Maroc de reconnaître la supériorité technique européenne. Mais comment moderniser sans perdre son indépendance ? Comment adopter les techniques occidentales sans abandonner l'identité islamique ? Ces questions traverseront tout le XIXe siècle marocain sans trouver de réponse satisfaisante. Moulay Hassan Ier, qui régna de 1873 à 1894, tenta une modernisation ambitieuse. Il réorganisa l'armée, créa des arsenaux, envoya des missions d'étudiants en Europe, invita des conseillers techniques étrangers. Il cherchait à jouer les puissances européennes les unes contre les autres, accordant des concessions aux Français, puis aux Anglais, puis aux Allemands, espérant maintenir l'indépendance par cet équilibre fragile. Mais Moulay Hassan devait aussi maintenir son autorité à l'intérieur du pays. Il menait chaque année des harkas, expéditions militaires destinées à soumettre les tribus rebelles et à collecter les impôts. Ces campagnes épuisaient le trésor, usaient les troupes, ne produisaient que des soumissions temporaires. Les tribus berbères du Haut-Atlas restaient largement autonomes, ne reconnaissant l'autorité du sultan que de manière formelle. Le sultan mourait en 1894 pendant une de ses expéditions. Son fils, Moulay Abdelaziz, n'avait que 14 ans. Une régence troublée s'installa. Le jeune sultan, fasciné par les gadgets européens, dépensait sans compter pour des automobiles, des appareils photographiques, des jouets mécaniques. Pendant ce temps, les finances s'effondraient, la dette extérieure explosait, les révoltes se multipliaient. La conférence d'Algésiras en 1906 officialisa l'internationalisation du Maroc. Les grandes puissances européennes se réunissaient pour décider du sort du royaume sans consulter vraiment le sultan. La France et l'Espagne obtenaient des prérogatives spéciales. L'indépendance marocaine devenait largement théorique. Les nationalistes marocains, qui commençaient à s'organiser, dénonçaient cette mise sous tutelle. En 1907, les troupes françaises occupèrent Oujda à l'est, Casablanca sur la côte atlantique. Le prétexte était toujours le même: protéger les ressortissants européens, maintenir l'ordre, assurer la sécurité. Mais chacun comprenait que la colonisation avançait inexorablement. Moulay Abdelaziz fut déposé en 1908 par son frère Moulay Hafid, soutenu par les oulémas et les notables qui espéraient qu'un sultan plus énergique résisterait mieux aux Européens. Moulay Hafid essaya effectivement de résister, mais il était pris dans un piège. Les finances étaient exsangues, l'armée était démoralisée, les tribus se révoltaient. En 1911, une insurrection éclata à Fès. Le sultan, assiégé dans son palais, dut appeler les Français à son secours. Les troupes du général Moignet marchèrent sur Fès, soumirent les rebelles, sauvèrent le sultan. Mais ce sauvetage avait un prix. Le 30 mars 1912, Moulay Hafid signait le traité de Fès instituant le protectorat français sur le Maroc. Simultanément,
Un traité avec l'Espagne établissait un protectorat espagnol sur le Rif et le sud marocain. Tanger devenait zone internationale. Le Maroc perdait formellement son indépendance tout en conservant théoriquement son sultan et ses institutions. Le maréchal Lyautey, premier résident général français, comprenait qu'il fallait coloniser différemment. Pas de brutalité inutile, pas de destruction systématique des structures traditionnelles. Lyautey voulait moderniser le Maroc tout en respectant sa personnalité. Il préservait le sultan comme autorité symbolique, maintenait le makhzen traditionnel, créait parallèlement une administration française moderne. Cette politique de dualité administrative produisit des résultats ambigus. D'un côté, le Maroc se modernisait rapidement. Les routes, les chemins de fer, les ports se multipliaient. Casablanca devenait une métropole moderne. L'agriculture européenne se développait dans les plaines fertiles. Les écoles françaises accueillaient une élite marocaine formée aux valeurs républicaines. De l'autre, cette modernisation profitait surtout aux colons européens et à une minorité de collaborateurs marocains. La résistance armée commença immédiatement. Dans le Rif, les tribus berbères refusaient la domination espagnole. En 1921, Abdelkrim el-Khattabi, jeune leader charismatique formé dans les écoles espagnoles, proclama la République du Rif. Il organisa une armée moderne, infligeant aux Espagnols la terrible défaite d'Anoual, où périrent plus de 10 000 soldats. La République rifaine développait des institutions étatiques, une administration, une justice, une économie. Abdelkrim négociait avec les soviétiques, rêvait d'indépendance. Mais en 1925, quand les troupes rifaines attaquèrent la zone française, Lyautey obtint l'autorisation de contre-attaquer en collaboration avec les Espagnols. Plus de 100 000 soldats français et espagnols, appuyés par l'aviation et l'artillerie lourde, submergèrent les forces rifaines. Abdelkrim se rendit en 1926. Il fut exilé à La Réunion. La République du Rif disparut, mais son exemple inspirera les mouvements nationalistes futurs. Elle démontrait qu'une organisation moderne et disciplinée pouvait tenir tête aux puissances coloniales, au moins temporairement. Dans les villes, une nouvelle élite marocaine émergeait. Formée dans les écoles françaises, parlant plusieurs langues, familière des idées politiques modernes, cette bourgeoisie urbaine commençait à revendiquer des droits politiques. En 1930, le Daïr berbère, décret colonial cherchant à soumettre les tribus berbères aux droits coutumiers plutôt qu'à la charia, provoqua une vague d'indignation. Les nationalistes organisèrent des manifestations dans les mosquées. Ils dénonçaient une tentative de diviser arabes et berbères, musulmans et non-musulmans. Cette mobilisation marqua la naissance du mouvement nationaliste moderne. Des partis politiques clandestins se créaient, des journaux revendiquaient l'indépendance, des jeunes intellectuels découvraient les écrits anticolonialistes, le panarabisme, l'islam réformiste. La Seconde Guerre mondiale bouleversa la donne. En 1940, la France était vaincue. Le régime de Vichy contrôlait le Maroc. Le sultan Mohammad V, monté sur le trône en 1927, naviguait prudemment entre Vichy et les Alliés. En novembre 1942, les troupes américaines débarquèrent au Maroc dans le cadre de l'opération Torche. Casablanca, Fedala, Safi furent bombardés. La rencontre entre Roosevelt et Mohammad V à Casablanca en janvier 1943 fut déterminante. Le président américain assura le sultan du soutien américain à l'indépendance marocaine après la guerre. Cette promesse encouragea Mohammad V à soutenir ouvertement le mouvement nationaliste. Le sultan devenait le symbole de l'unité nationale, le protecteur du peuple contre l'occupant étranger. En janvier 1944, le parti de l'Istiklal, principal mouvement nationaliste, présenta un manifeste exigeant l'indépendance immédiate. Les autorités françaises réagirent brutalement. Les leaders nationalistes furent arrêtés, emprisonnés, exilés. Mais la répression ne faisait qu'attiser la flamme indépendantiste.
Les années d'après-guerre virent s'intensifier la confrontation. Les nationalistes organisaient grèves, manifestations, boycotts. Les colons français durcissaient leur position, refusant toute concession. Le résident général Juin tenta de jouer le sultan contre les nationalistes, puis de jouer certains notables contre le sultan. Mais Mohammad V refusait de se couper du mouvement national. En août 1953, les Français déposèrent Mohammad V et l'exilèrent en Corse, puis à Madagascar. Ils installèrent à sa place Mohammad ben Arafa, sultan fantoche sans légitimité. Cette décision se révéla catastrophique. L'exil du sultan provoqua une explosion de colère. Les attentats se multipliaient, les campagnes se soulevaient. L'armée de libération nationale commençait ses opérations dans le Rif et l'Atlas. En France même, l'opinion publique basculait. La guerre d'Indochine était perdue. La guerre d'Algérie commençait. Maintenir le Maroc par la force semblait impossible et coûteux. En novembre 1955, le gouvernement français négocia le retour de Mohammad V. Le sultan rentra triomphalement à Rabat le 16 novembre. Les négociations d'indépendance se déroulèrent rapidement. Le 2 mars 1956, la France reconnaissait l'indépendance du Maroc. L'Espagne suivait en avril pour sa zone de protectorat. Tanger fut réintégré progressivement. Seuls Ceuta et Melilla restaient espagnols, anomalie coloniale persistant jusqu'à aujourd'hui. Mohammad V devint roi du Maroc indépendant. Il devait construire un État moderne sur les ruines du protectorat, unifier un territoire fragmenté, satisfaire les attentes immenses d'un peuple qui avait lutté pour la liberté. Les défis étaient considérables. L'analphabétisme dépassait 80%. L'économie dépendait largement de l'agriculture. L'administration était à reconstruire. L'armée devait être créée à partir des anciens combattants de l'armée française et des résistants de l'armée de libération. Les premières années d'indépendance furent marquées par des tensions entre le palais, les partis nationalistes et l'armée. Mohammad V tentait d'équilibrer les pouvoirs, distribuant les responsabilités, évitant qu'un groupe ne devienne trop puissant. Il maintenait l'autorité monarchique tout en permettant une certaine vie politique. Les partis pouvaient s'exprimer, publier des journaux, organiser des meetings, mais le roi gardait le contrôle des décisions fondamentales. La mort brutale de Mohammad V, en février 1961, fut un choc. Son fils, Hassan II, n'avait que 31 ans. Beaucoup doutaient qu'il puisse s'imposer face aux leaders nationalistes chevronnés, aux généraux ambitieux, aux mouvements sociaux qui grondaient. Mais Hassan II se révéla un tacticien politique exceptionnel, capable de manœuvrer entre les différentes forces, de diviser ses opposants, de consolider progressivement son pouvoir absolu. Les années 60 virent émerger un système politique original, combinant monarchie constitutionnelle formelle et pouvoir royal réel. Hassan II promulgua une constitution en 1962, organisant des élections législatives, créant un gouvernement responsable devant le Parlement. Mais dans les faits, le roi nommait le Premier ministre, contrôlait l'armée, dirigeait la diplomatie, pouvait dissoudre le Parlement. Les tensions sociales s'aggravaient. Les émeutes de Casablanca en mars 1965 furent réprimées dans le sang. Des centaines de morts, peut-être plus, jonchaient les rues. L'état d'exception fut proclamé. Hassan II gouverna ensuite directement pendant 5 ans, suspendant le Parlement, concentrant tous les pouvoirs. Cette période marqua la fin des espoirs démocratiques nés de l'indépendance. En juillet 1971, puis août 1972, Hassan II survécut à 2 tentatives de coup d'État militaire. La première se déroula pendant une réception au palais royal de Skhirat. Des cadets de l'école militaire attaquèrent le palais, tuant plusieurs invités. Hassan II échappa de justesse. La seconde tentative fut encore plus spectaculaire. Des avions de chasse de l'armée de l'air attaquèrent l'avion royal au retour d'un voyage à Paris. Ces tentatives ratées terrorisèrent le roi.
Il renforça brutalement son contrôle sur l'armée, purgeant les officiers suspects, multipliant les services de sécurité, instaurant un climat de suspicion généralisé. Les années 70 et 80 furent les années de plomb, période de répression systématique contre toute opposition réelle ou supposée. Des milliers de militants de gauche, d'islamistes, de berbéristes, de nationalistes radicaux furent arrêtés, torturés, emprisonnés dans des conditions épouvantables. Des centres de détention secrets, comme Tazmamart, devinrent des mouroirs où les prisonniers politiques croupissaient pendant des années dans l'obscurité totale. Les disparitions forcées se multipliaient. Les familles cherchaient en vain leurs proches volatilisés. Mais Hassan II était aussi un stratège international habile. Il maintint de bonnes relations avec la France, les États-Unis, les monarchies du Golfe. Il présenta le Maroc comme un îlot de stabilité dans une région turbulente. Le conflit du Sahara occidental, débuté en 1975, lui permit de mobiliser le nationalisme marocain et de détourner l'attention des problèmes internes. Quand l'Espagne abandonna le Sahara occidental en 1975, Hassan II organisa la Marche verte, mobilisation populaire de 350 000 Marocains marchant pacifiquement vers les territoires contestés. Cette opération de communication brillante permit au Maroc d'annexer le territoire malgré l'opposition du Front Polisario, mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. La guerre du Sahara dura 16 ans. Elle coûta cher en hommes et en ressources. Mais elle permit aussi de maintenir l'armée occupée, de canaliser les frustrations vers un ennemi extérieur, de renforcer l'unité nationale autour du roi. Hassan II fit construire un mur de sable long de 2000 km, séparant la zone contrôlée par le Maroc des régions tenues par le Polisario. Les années 90 virent un léger assouplissement. Hassan II, vieillissant, cherchait à polir son image internationale. Il libéra progressivement certains prisonniers politiques, autorisa le retour d'opposants exilés, toléra une presse plus critique. Mais le régime restait autoritaire. Les violations des droits humains continuaient. La corruption gangrenait l'administration. Hassan II mourut en juillet 1999. Son fils, Mohammad VI, âgé de 35 ans, hérita d'un pays profondément inégalitaire, économiquement fragile, politiquement verrouillé. Les espoirs de changement étaient immenses. Le jeune roi promettait une nouvelle ère, plus démocratique, plus respectueuse des droits, plus attentive aux pauvres. Les premières années du règne de Mohammad VI apportèrent effectivement des changements. Une commission Vérité et Réconciliation fut créée pour examiner les violations des droits humains pendant les années de plomb. Des indemnisations furent versées aux victimes. Le code de la famille fut réformé, améliorant les droits des femmes. Des grands projets d'infrastructures furent lancés, autoroutes, ports, trains à grande vitesse. Mais les réformes politiques restèrent limitées. Le roi conservait l'essentiel du pouvoir. Le Parlement élu possédait peu d'autorité réelle. Les partis politiques fonctionnaient comme des machines clientélistes plus que comme des forces de transformation sociale. La corruption persistait à tous les niveaux. Les inégalités se creusaient entre riches et pauvres, entre villes et campagnes, entre régions développées et régions marginalisées. Le printemps arabe de 2011 secoua le Maroc. Les manifestations du mouvement du 20 février exigeaient des réformes constitutionnelles, la fin de la corruption, la justice sociale. Mohammad VI réagit rapidement, promettant une nouvelle constitution accordant plus de pouvoir au Parlement et au Premier ministre. Un référendum valida cette constitution en juillet 2011. Les élections législatives de novembre 2011 virent la victoire du Parti de la justice et du développement, formation islamiste modérée. Abdelilah Ben-Kiran devint Premier ministre. C'était la première fois qu'un islamiste dirigeait le gouvernement marocain. Mais rapidement, il apparut que le pouvoir réel restait au palais. Le roi contrôlait les ministères de souveraineté, la diplomatie, la sécurité. Les années 2010 furent marquées par des tensions croissantes. L'économie stagnait.
Le chômage des jeunes explosait. Les mouvements sociaux se multipliaient dans le Rif, dans Gerada, dans les régions marginalisées. La répression policière restait brutale. Des journalistes critiques étaient emprisonnés. Les rappeurs dissidents condamnés pour offense au roi. En 2017, le Hirak du Rif, mouvement de protestation né de la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise confisquée, mobilisa des dizaines de milliers de personnes. Les manifestants réclamaient justice, dignité, développement économique, fin de la marginalisation. Le régime répondit par l'arrestation massive des leaders, des procès expéditifs, des condamnations lourdes. Le Maroc contemporain incarne ces contradictions. Modernisation et archaïsme coexistent. Des villes ultramodernes, comme Casablanca Finance City, côtoient des bidonvilles surpeuplés. Le train à grande vitesse relie Casablanca à Tanger, pendant que des villages berbères restent sans eau courante ni électricité. Les femmes accèdent à l'université massivement, mais subissent encore violences et discriminations. L'économie marocaine dépend largement des envois de fonds de la diaspora, du tourisme, de l'agriculture. Les tentatives de diversification vers l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables montrent des résultats encourageants, mais insuffisants pour absorber les centaines de milliers de jeunes entrant chaque année sur le marché du travail. Le chômage pousse à l'émigration clandestine, au trafic, au désespoir. La question du Sahara occidental reste non résolue. Le Maroc contrôle le territoire, mais ne parvient pas à obtenir une reconnaissance internationale complète de sa souveraineté. Le Polisario maintient sa revendication d'indépendance, soutenue par l'Algérie. Les populations sahraouies sont divisées entre ceux qui vivent sous administration marocaine et ceux qui croupissent dans les camps de réfugiés de Tindouf depuis plus de 40 ans. Sur le plan international, le Maroc joue habilement de sa position géographique. Partenaire privilégié de l'Union européenne, allié des États-Unis, membre actif de l'Union africaine après une longue absence, le Royaume développe une diplomatie active. La normalisation des relations avec Israël en 2020, dans le cadre des accords d'Abraham, illustre cette capacité d'adaptation aux nouvelles configurations géopolitiques. Mais cette diplomatie ne résout pas les tensions internes. La société marocaine est traversée par des fractures multiples. Fractures linguistiques entre arabophones, berbérophones et francophones. Fractures religieuses entre islam conservateur, islam soufi traditionnel et aspiration laïque. Fractures sociales entre élites mondialisées et masses paupérisées. Fracture générationnelle entre jeunes connectés et aînés nostalgiques. L'histoire marocaine, de ses origines phéniciennes à aujourd'hui, révèle des constantes frappantes. La tension permanente entre unité et fragmentation. La recherche d'équilibre entre pouvoir central et autonomie locale. L'adaptation aux influences extérieures tout en préservant une identité propre. La capacité de résistance face aux tentatives de domination étrangère. L'importance de la légitimité religieuse dans l'exercice du pouvoir. Cette terre a vu passer les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes. Elle a engendré des empires s'étendant jusqu'en Espagne. Elle a résisté aux Ottomans, aux Portugais, aux Français. Elle a traversé colonisation et décolonisation. Elle continue de se transformer, de s'adapter, de résister. L'avenir du Maroc se construit dans ces tensions non résolues, entre monarchie et démocratie, entre tradition et modernité, entre ouverture et repli. Entre aspiration populaire et contrainte du pouvoir, les jeunes Marocains rêvent d'opportunités, de liberté, de dignité. Les institutions peinent à répondre à ces attentes légitimes. L'histoire n'est jamais achevée. Elle se poursuit dans les choix quotidiens, dans les luttes sociales, dans les évolutions culturelles, dans les transformations économiques. Le Maroc d'aujourd'hui porte en lui toutes les strates du passé.
Les ruines romaines de Volubilis côtoient les médinas médiévales. Les zaouïas soufis voisinent avec les mosquées salafistes. Les souks traditionnels font face aux centres commerciaux rutilants. Cette accumulation d'histoire, de mémoire, de tradition n'est ni un fardeau, ni une richesse en soi. Elle devient ce que les Marocains en font. Ressources ou contraintes, inspiration ou prison, fierté ou nostalgie. L'essentiel reste cette capacité démontrée à travers les siècles d'absorber les chocs, de s'adapter aux changements, de préserver une continuité dans la transformation. Les défis contemporains sont immenses. Changement climatique qui menace les ressources en eau, pression démographique qui pèse sur les infrastructures, révolution numérique qui bouleverse les modes de production et d'échange, montée des inégalités qui fragilise le pacte social, aspiration démocratique qui conteste les structures autoritaires. Comment ce pays traversera-t-il ces épreuves? Quelle forme prendra la synthèse entre héritage et innovation? Qui portera les transformations nécessaires? Ces questions restent ouvertes. Elles se posent chaque jour dans les universités, les cafés, les ateliers, les chants, les manifestations, les débats en ligne. L'histoire du Maroc n'appartient pas qu'aux rois et aux sultans. Elle appartient aussi aux paysans qui cultivent obstinément leurs terrasses, aux artisans qui perpétuent leur savoir-faire, aux commerçants qui tissent des réseaux transnationaux, aux intellectuels qui pensent leur société, aux militants qui luttent pour leurs droits, aux femmes qui conquièrent leur autonomie, aux jeunes qui inventent de nouvelles formes de résistance et de création. Cette histoire collective se déploie dans le temps long. Elle ne connaît ni début absolu, ni fin définitive. Chaque génération ajoute sa couche, modifie l'équilibre, déplace les lignes. Les ruptures apparentes cachent souvent des continuités profondes. Les continuités affichées masquent parfois des transformations radicales. Peut-être que dans quelques décennies, des historiens regarderont notre époque avec le même mélange de curiosité et d'incompréhension que nous manifestons face au choix des Mérinides ou des Saadiens. Ils s'interrogeront sur nos aveuglements, nos espoirs, nos peurs. Ils chercheront à comprendre comment nous avons navigué entre tradition et modernité, entre ordre et liberté, entre identité et ouverture. En attendant, le Maroc continue. Les marchés s'animent chaque matin. Les appels à la prière rythment les journées. Les familles se réunissent autour du thé à la menthe. Les enfants vont à l'école. Les pêcheurs partent en mer. Les ouvriers travaillent dans les usines. Les bureaucrates remplissent leurs formulaires. La vie quotidienne se poursuit avec ses joies, ses peines, ses espoirs, ses déceptions. Cette normalité apparente ne doit pas masquer les tensions sous-jacentes, les inégalités criantes, les frustrations accumulées, les colères rentrées, les rêves brisés. Mais elle ne doit pas non plus faire oublier les solidarités qui persistent, les réseaux d'entraide, les moments de convivialité, les petites victoires quotidiennes, les joies simples qui rendent la vie supportable. L'histoire marocaine nous rappelle que les sociétés sont plus résilientes qu'on ne le croit. Elles absorbent les chocs, s'adaptent aux crises, trouvent des équilibres nouveaux. Mais cette résilience a ses limites. Poussée trop loin, elle cède brutalement. Les révolutions naissent souvent de l'accumulation de petites injustices tolérées trop longtemps. Le Maroc contemporain se situe peut-être à un de ces points de bascule. Entre reproduction et transformation, entre continuité et rupture, entre résignation et révolte. Personne ne peut prédire quelle direction prévaudra. L'histoire se fait au jour le jour, dans les choix individuels et collectifs, dans les rapports de force qui se recomposent constamment. Ce qui est certain, c'est que le Maroc de demain ne ressemblera ni au Maroc d'hier, ni au Maroc d'aujourd'hui. Il sera façonné par ceux qui le vivent, le contestent, le transforment.
par ceux qui partent et ceux qui restent, par ceux qui se résignent et ceux qui luttent, par ceux qui héritent et ceux qui inventent. Cette longue traversée de l'histoire marocaine touche maintenant à sa fin. Nous avons parcouru près de 3000 ans, depuis des comptoirs phéniciens jusqu'à nos jours. Nous avons vu les empires se lever et s'effondrer, les dynasties se succéder, les frontières bouger, les populations migrer, les cultures se mélanger, les pouvoirs se transformer. À travers ce récit, une vérité émerge. L'histoire n'est jamais linéaire. Elle avance par à-coups, détours, retours en arrière. Elle ne progresse pas mécaniquement vers plus de liberté ou plus de prospérité. Elle oscille entre des possibles multiples, des chemins qui s'ouvrent et se ferment. Le Maroc contemporain porte en lui toutes ces possibilités. Il peut évoluer vers plus de démocratie ou sombrer dans l'autoritarisme. Il peut se développer économiquement ou stagner. Il peut renforcer sa cohésion sociale ou se fragmenter. Rien n'est écrit d'avance. Tout dépend des choix qui seront faits, des luttes qui seront menées, des compromis qui seront trouvés. En fermant les yeux, on peut imaginer ce royaume coincé entre mer et désert, entre Europe et Afrique. On peut sentir le vent atlantique qui souffle sur Essaouira, la chaleur du soleil qui écrase Marrakech en été, la neige qui couvre la Classe en hiver, l'humidité qui enveloppe Fès au printemps. On peut entendre les langues qui se mêlent dans les souks, arabe dialectal, berbère dans ses variations multiples, français hérité de la colonisation, espagnol des villes du Nord. On peut voir les visages qui racontent les migrations, les métissages, les brassages de populations. Cette diversité est à la fois la richesse et le défi du Maroc. Comment faire nation quand les identités sont multiples? Comment construire un avenir commun quand les mémoires divergent? Comment réconcilier des aspirations contradictoires? Ces questions traversent l'histoire marocaine depuis des siècles. Les sultans ont tenté d'y répondre par la force, par la religion, par la diplomatie, par la manipulation. Les résultats ont été mitigés. Le pouvoir central n'a jamais complètement soumis les périphéries. Les identités locales ont résisté aux tentatives d'homogénéisation. Les tensions se sont perpétuées sous des formes nouvelles. Aujourd'hui, d'autres réponses émergent peut-être. Plus démocratiques, plus inclusives, plus respectueuses des différences. Ou peut-être pas. Peut-être que les vieux schémas se reproduiront sous des apparences nouvelles. Seul l'avenir le dira. En attendant, la nuit tombe sur le royaume. Les lumières s'allument progressivement dans les villes. Les familles se réunissent pour le dîner. Les conversations s'animent. Les téléviseurs diffusent leurs programmes. Les réseaux sociaux bruissent de commentaires. La vie continue son cours ordinaire. Quelque part dans le Rif, un berger rentre ses moutons. Dans l'Atlas, un paysan contemple ses terrasses. À Casablanca, un ouvrier termine sa journée à l'usine. À Rabat, un fonctionnaire classe ses dossiers. À Marrakech, un guide touristique raccompagne ses clients. À Fès, un artisan ferme son atelier. Chacun porte en lui un fragment de cette longue histoire. Chacun la transmet à sa manière aux générations suivantes. Par les récits familiaux, par les pratiques quotidiennes, par les croyances partagées, par les silences aussi, ces mémoires enfouies que personne n'ose exhumer. L'histoire officielle, celle qu'on enseigne dans les écoles, celle que célèbrent les monuments, n'est qu'une version parmi d'autres. À côté, existent les histoires populaires, transmises oralement, modifiées à chaque génération. Les histoires des vaincus, rarement écrites, souvent oubliées. Les histoires des femmes, longtemps invisibles dans les chroniques. Toutes ces histoires constituent la mémoire collective du Maroc.
une mémoire fragmentée, contradictoire, vivante. Elle ne fournit pas de réponse simple aux questions du présent. Mais elle rappelle que d'autres ont affronté des défis similaires, ont cherché des solutions, ont parfois réussi, souvent échoué. Cette mémoire est une ressource pour penser l'avenir. Non pour le reproduire à l'identique, mais pour éviter certaines erreurs, pour s'inspirer de certaines réussites, pour comprendre d'où viennent les problèmes actuels. Le Maroc se situe aujourd'hui à la croisée de chemins multiples. Il peut choisir l'ouverture ou le repli, l'innovation ou la tradition, la justice ou l'ordre, la liberté ou la sécurité. Ces choix ne sont pas abstraits. Ils se posent concrètement chaque jour dans les décisions politiques, économiques, sociales. Ceux qui gouvernent portent une responsabilité immense, mais ceux qui sont gouvernés aussi. Dans une société, chacun contribue par ses choix quotidiens à façonner le collectif. Accepter l'injustice ou la dénoncer, se résigner ou lutter, se replier sur soi ou s'ouvrir aux autres. Ces micro-décisions agrégées produisent les macro-transformations. L'histoire du Maroc nous enseigne que rien n'est jamais définitif. Les empires les plus puissants s'effondrent, les situations les plus désespérées se renversent, les vérités les mieux établies sont remises en question. Cette impermanence peut angoisser ou rassurer selon la position qu'on occupe. Pour ceux qui dominent, elle signifie que leur pouvoir est fragile. Pour ceux qui subissent, elle suggère que leur condition peut changer. Pour tous, elle rappelle que l'histoire continue, que le présent n'est qu'un moment dans un flux plus large, que l'avenir reste ouvert. En contemplant cette longue trajectoire, une sensation s'impose, celle d'une permanence à travers les changements. Le Maroc a traversé invasions, conquêtes, colonisation, révolution. Il a survécu. Il a même parfois prospéré. Cette capacité de résilience mérite d'être reconnue sans pour autant tomber dans la complaisance. Car la résilience n'est pas toujours une vertu. Parfois, elle signifie simplement accepter l'inacceptable. S'adapter à l'injustice au lieu de la combattre. Survivre au lieu de vivre pleinement. La vraie question n'est pas seulement de savoir si une société survit, mais comment elle survit et au prix de quels sacrifices. Le Maroc a payé un prix élevé pour sa continuité. Les révoltes écrasées, les opposants éliminés, les potentiels avortés, les rêves brisés. Derrière la façade de stabilité se cachent des violences oubliées, des souffrances tues, des espoirs abandonnés. Mais parallèlement, existent aussi les petites victoires, les résistances quotidiennes, les solidarités maintenues, les dignités préservées, les cultures perpétuées. Ces dimensions positives méritent autant d'attention que les tragédies. L'histoire n'est ni un long fleuve tranquille, ni une succession de catastrophes. Elle est tissée de joies et de peines, de réussites et d'échecs, de grandeur et de misère. Elle reflète l'ambivalence fondamentale de la condition humaine. En terminant ce parcours, une invitation se dessine. Celle de poursuivre la réflexion, d'approfondir certains aspects, de découvrir d'autres perspectives. L'histoire marocaine est inépuisable. Chaque période mériterait des développements beaucoup plus longs. Chaque personnage une biographie détaillée. Chaque événement une analyse approfondie. Les sources existent pour qui veut les consulter. Les chroniques médiévales, les archives coloniales, les témoignages oraux, les travaux universitaires, les documentaires, les romans aussi, qui parfois saisissent des vérités que l'histoire académique manque. Cette richesse documentaire permet à chacun de construire sa propre compréhension, de questionner les interprétations officielles, de chercher les silences révélateurs,
de détecter les non-dits significatifs, de redonner voix à ceux que l'histoire a oubliés. Car l'histoire n'appartient à personne en particulier. Elle est un bien commun que chacun peut s'approprier. Les historiens professionnels produisent des connaissances savantes indispensables. Mais la mémoire collective se construit aussi ailleurs, dans les récits familiaux, dans les pratiques culturelles, dans les luttes sociales, dans les créations artistiques. Le Maroc contemporain cherche encore sa voie entre ces différentes manières de se raconter. Les tensions persistent entre histoire officielle et mémoire alternative, entre célébration du passé glorieux et examen critique des zones d'ombre, entre instrumentalisation politique et quête de vérité. Ces débats sont sains. Ils témoignent d'une société vivante, capable de s'interroger sur elle-même. Les sociétés qui ne questionnent jamais leur passé sont condamnées à le répéter. Celles qui s'y confrontent honnêtement peuvent espérer en tirer des leçons pour l'avenir. Lentement, les ombres s'allongent. La fraîcheur du soir apporte un répit bienvenu après la chaleur du jour. C'est l'heure où les rythmes ralentissent, où les corps se détendent, où les esprits s'apaisent. L'heure propice au repos et à la contemplation. Dans cette quiétude retrouvée, les siècles défilent une dernière fois. Les visages entrevus s'estompent. Les batailles s'éloignent. Les palais retournent à la poussière. Ne reste que l'essentiel. Cette terre, ces montagnes, cet océan, ce désert. Et les hommes et les femmes qui ont traversé ces paysages, y laissant leurs traces, construisant leur histoire. Leur histoire qui est aussi la nôtre. Car nous sommes tous héritiers de ces longues chaînes de vie. Nous portons en nous les espoirs et les peurs de ceux qui nous ont précédés. Nous leur devons ce que nous sommes devenus. Et nous leur devons aussi de continuer, de ne pas gaspiller ce qui a été transmis. Cette responsabilité envers le passé se double d'une responsabilité envers l'avenir. Que laisserons-nous à ceux qui viendront après nous? Quel Maroc leur transmettrons-nous? Plus juste ou plus inégalitaire? Plus libre ou plus oppressif? Plus prospère ou plus pauvre? Ces questions nous concernent tous. Mais pour l'instant, alors que la nuit s'installe doucement, il est temps de se reposer, de laisser décanter tout ce qui a été évoqué, de permettre aux images de se déposer au fond de la conscience. Le sommeil viendra bientôt, apportant avec lui l'oubli temporaire et la régénération nécessaire. Demain sera un autre jour, avec ses défis et ses possibilités. Mais pour l'heure, dans le calme de cette nuit qui descend, il suffit d'être là, de respirer tranquillement, de sentir le poids du corps se relâcher progressivement. Le récit s'achève, le silence revient, la paix s'installe. Peut-être, en fermant les yeux, emporterez-vous avec vous quelques fragments de cette longue épopée. Une image, une idée, une question. Peut-être qu'au réveil, vous regarderez différemment ce pays, sa complexité, ses contradictions. Ou peut-être pas. L'essentiel était le voyage lui-même, pas nécessairement sa destination. Si ce récit vous a accompagné jusqu'ici, si ces mots vous ont aidé à franchir le seuil du sommeil, alors il aura rempli son rôle. Car au fond, l'histoire n'a de sens que si elle nous aide à mieux vivre le présent, à mieux comprendre le monde, à mieux nous comprendre nous-mêmes. Bonne nuit, que vos rêves soient paisibles. Et si l'envie vous prend de prolonger ce voyage, n'hésitez pas à revenir. D'autres histoires attendent, d'autres contrées à explorer, d'autres époques à découvrir. Mais cela peut attendre. Pour l'instant, reposez-vous. Vous l'avez bien mérité.